Les escroqueries des écologistes, qui sont des mecs qui fantasment la nature à partir de la ville, qui se mettent à mépriser la chose qu'ils sont censés défendre, notamment à travers l'interdiction de la chasse, par exemple, qui sont des trucs quand même incroyables, d'irrespect de ce que c'est que le monde paysan, de brutalité et d'arrogance, hein, quand un type de la ville se permet d'expliquer à un type qui gère la nature, qui s'appelle la campagne depuis des siècles, de père en fils, par un travail, qui est un travail très dur. Ça serait si c'était facile, avec les aléas de la nature, que tout ton travail peut être détruit par une grêle qui arrive au mauvais moment, ou un hiver trop froid, ou un été pluvieux. Et aujourd'hui, on a vraiment le drame paysan, qui est d'ailleurs, qui intéresse pas grand monde, parce que c'est même pas très spectaculaire, parce que de toute façon, c'est une population résiduelle et qui est presque en voie de liquidation. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es Tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là, hein? On n'est pas mieux. Allah. Je veux des you-you, ça rentre dans la salle ou pas? Ouah, il y a deux Arabes qui ont récupéré leur place. J'ai dû prendre un Uber à 21h30 pour rentrer chez moi. Parce que à l'aller à 19h, on m'a fait chier dans le métro à cause de ma tenue. À 21h30, j'ai dû prendre un fucking Uber au lieu d'aller prendre le métro. La dite tenue en question, on se parle d'un short. On se parle de jambes. C'est quoi votre problème? Vous êtes des baisers de la caisse. Je me suis fait insulter de PUTE. On m'a dit de rentrer chez moi pour mettre une tenue décente. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous précise le genre de ces personnes. Personnes qui, soi-disant passant, étaient elles-mêmes en short. Quand est-ce que vous allez nous laisser tranquilles? Les trois quarts des gens qui foutent la merde à Lille, c'est pas des Lillois, pas des originaires de Lille. Ça, c'est encore plus aberrant. Ça se passe dans ma ville. Moi, je pète un plomb, moi. Ils sont d'originaire d'où alors? Ah, qu'est-ce que j'en sais? C'est des Français, hein, c'est pas les miens, hein, c'est les vôtres. Donc moi, je sais pas d'où ils sont. Moi, je m'en bats les couilles. C'est juste que moi, si ça se passe dans ma ville à moi, des gens qui viennent d'ailleurs, des autres villes et tout ça, et qui viennent foutre la merde dans ma ville, à mes citoyens ou à mes voisins ou aux gens que je connais, c'est clair que je leur fais la guerre. Moi, j'attends pas Poutine, moi. Mais bon, après, ça, c'est pas mon problème, c'est pas mon ressort. Moi, je suis pas là pour ça. Un fait de constatation que, voilà, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces gens-là qui agressent les gens sur leur terrasse. Et quand ils interviennent pour leur dire vas-y, laisse la terrasse tranquille, laisse les gens de la terrasse tranquille, ils sont insultés, ils sont menacés, ils appellent la police, mais la police ne vient pas. Le pire, c'est qu'ils savent ce qu'ils font avec l'argent, mais il ne faut rien. Et on préfère voir les seringues aux quatre coins des rues de Lille, quoi. Il suffit de tourner là derrière, et c'est là, tu vas derrière le théâtre du Nord là-bas, il y a une gouttière et tu verras, il y a des seringues. Ça me dérange pas. En tout cas, moi, ça me dérange. Les jeunes respectent plus les anciens. Ouais, chef, arrête, wesh. Oh. Eh, chef, doucement, Belek, doucement, chef. Ouais, tu joues à quoi, wesh? Ouais, attention, madame. Ouais, vous jouez à quoi, les gars, wesh? C'est quoi le truc, wesh? Ah, arrête, wesh, c'est un ancien, mon frère, wesh. Arrête. C'est un ancien, mon frère, wesh, arrête. Bah ouais, c'est un ancien, arrête, faites pas ça les gars, wesh. Laisse tomber. Arrête, chef. Calme-toi. Il vient tous les jours, c'est toi qui as volé de l'argent. C'est très bien, et d'ailleurs je vais dire, en fait, c'est l'inverse de la CAF. C'est-à-dire que... Mais non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quelle différence, sans rigoler, juste 3 minutes, quelle différence entre donner une allocation aux gens qui font plusieurs enfants ou exempter d'impôts les gens qui font plusieurs enfants? Ben, tu ne pousses pas les mêmes personnes à faire des enfants. Quand tu exemptes d'impôts, tu pousses des couples actifs à faire des enfants. Quand tu donnes une allocation, tu pousses des couples inactifs à faire des enfants. Puisque quand tu donnes une allocation, l'allocation, elle dépend du moins tu gagnes, plus tu as d'allocation. Donc c'est plus intéressant pour les gens qui ne gagnent pas
de faire des enfants, d'avoir l'allocation, que pour les gens qui gagnent. Tandis que quand tu baisses les impôts, plus tu payes d'impôts, plus c'est intéressant pour toi, au contraire, qu'on te les baisse. Donc plus tu es actif, plus c'est intéressant. Donc c'est exactement l'inverse de la CAF. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en France, les cassos, ils font plus d'enfants que les actifs. Et ça coûte la même chose. Si tu fais, tu pourrais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que à montant équivalent, ça coûte exactement la même chose. Très bonne réflexion. Mais tu vois tout de suite dans quelle démarche tu es. Parce qu'en plus, quand tu incites les inactifs, les cassos, à faire des enfants, eux, ils éduquent des cassos. Ils leur transmettent leurs valeurs. Alors que quand tu incites les actifs, les gens productifs, les gens responsables à faire des enfants, c'est des enfants différents que tu vas avoir dans ta société de demain. Ah oui. Ah oui. Laurent Gbagbo, une dernière question. Oui. L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais, jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà. Mais moi, je suis un noir et je dis la vérité. Tu auras nos chemins. Attendez, messieurs. Désolé de vous importuner, mais ce ne serait pas une propagande pour essayer d'enrichir l'Église, que vous dites? Et un prétexte pour envahir l'Orient? Ou Brest? Je sais pas. Hein. Comment oses-tu m'importuner? Maintenant, l'Europe, c'est la dernière refuge. Le dernier bastion du globalisme. Bastion du globalisme, oui. Ouais. Donc, disons, mais Macron, même Zelensky ont certains sentiments de devenir les leaders de cette unipolarité finissante avec l'arrivée de Trump au pouvoir. On est tout près d'accepter cette multipolarité. Trump veut en finir avec l'ordre précédent mondial unipolaire et globaliste pour affirmer les États-Unis comme la grande puissance parmi les autres grandes puissances, parmi la Russie, la Chine peut-être, l'Inde, oui. Et donc la position de l'Europe ici, c'est la position désattardée. Les élites globalistes et libérales européennes, ils appartiennent au passé. J'ai vu des types qui avaient quand même été plus ou moins propres, que j'ai voulu virer, qui sont revenus par la porte, par la fenêtre, et qui revenaient toujours pour obtenir mon contre-seing sur une nomination rattrapage, que je n'ai jamais donnée d'ailleurs. Voilà. Donc, monsieur le rapporteur, ce que je peux vous dire, sur la transparence, ça dépend du ministre. Si le ministre veut que ce soit le cas, ça aura lieu. Si le ministre ne dit rien, ils font ce qu'ils veulent. Ces cabinets se rémunèrent au bas mot à 20%, 30%. Ce sont les nouveaux agents immobiliers. Je voudrais qu'il y ait un amendement qui cape ou qui aligne leur rémunération, comme les agents immobiliers à 2%, je ne sais plus combien. Vous l'avez fait dans la loi Duflot à une époque, c'était très bien. Faites ça, ils arrêteront de capturer de l'argent public pour aller sur la côte faire la fête. C'est de l'argent public, s'il vous plaît. C'était juste un petit codicile dans votre rapport. J'ai les noms. Si vous voulez la liste, je les ai. On est preneur de toute contribution écrite. Tous France, d'ailleurs, choisir la France, on aurait préféré qu'ils choisissent la langue française pour commencer, ce serait une bonne chose, mais c'est effectivement un écran de fumée pour masquer la faillite. La faillite de l'économie française et le récent record de faillite d'entreprises françaises, c'est-à-dire 68 000 entreprises en faillite sur un an glissant, qui est un record énorme. Et c'est ça qui est honteux, c'est que les PME, les moyennes entreprises sont oubliées, laissées pour compte, avec notamment le problème qui n'a toujours pas été réglé, de prix de l'énergie qui sont délirants. Une électricité et un gaz qui sont 3 fois, 4 fois plus chers qu'aux États-Unis ou qu'en Chine et qui tuent notre entreprise. Le pire, c'est que Macron le sait, il l'a dit lors de son intervention télévisée, il sait que c'est un problème, que la concurrence déloyale avec la Chine est un problème, et il n'a rien fait. Il aurait dû sortir du marché européen de l'électricité, il ne l'a pas fait, il aurait sauvé
beaucoup d'entreprises et d'emplois avec cette simple mesure. Le problème, ces investissements étrangers ne créent que très peu d'emplois en France et même moins que dans les pays voisins. À titre de comparaison, un investissement étranger en France se traduit par en moyenne 33 nouveaux emplois, quand on en dénombre 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou même 326 en Espagne. Non, ça crée pas beaucoup d'emplois. Ernst Young, qui est loin d'être anti-Macron, explique que ça permet le maintien de 37 000 emplois. C'est-à-dire 1,5 millième de l'emploi en France. Donc on voit que Macron met en exergue ses sommets, il déploie le tapis rouge et il se met en avant, mais finalement c'est 1,5 millième de l'emploi en France au maximum qui serait sauvé par ça. Donc c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Et même pire que ça, ce que met en avant Macron, c'est les investissements d'industriels étrangers, les investissements nouveaux, en disant il y aura 37 000 emplois. En fait, Ernst Young a fait la balance création d'emplois, destruction par les industriels étrangers en 2024. Il y a 12 000 créations d'emplois et il y a 8 000 destructions d'emplois. Donc en fait, grosso modo, le solde, il est à peine positif de 4 000. Donc on voit que tout ça est extrêmement faible. De quoi se demander pourquoi les pouvoirs publics, plutôt que d'attirer des entrepreneurs étrangers, ne préfèrent pas inciter les entreprises françaises à rester sur le territoire et y conserver les emplois des Français. On est dans un paradoxe complexe. Alors, Choose France, c'est 20 milliards d'euros d'investissement pour la France. Sanofi explique qu'il va investir 20 milliards d'euros aux États-Unis pour produire des médicaments aux États-Unis. Bernard Arnault dit qu'il va délocaliser une partie de sa production pour les États-Unis, aux États-Unis. Le protectionnisme, de toute manière, ça a toujours été quelque chose de formidable pour développer l'industrie d'un pays. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale en étant très protectionniste, avec des droits de douane de 50%. Le Royaume-Uni était devenu la première puissance industrielle avec du protectionnisme. Et on sait que la Chine est devenue la première puissance industrielle mondiale avec du protectionnisme. À quand le protectionnisme pour la France ?